Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour rattraper le cours du 2 octobre, je vais vous parler de deux Elisa. Elisa, Elisa, exactement comme la chanson de Gainsbourg, Elisa, Elisa. Sauf que là, il s'agit de deux femmes dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, Elisa Cavé et Elisa Lemonnier. Pourquoi je vous parle de ces deux femmes? Parce qu'elles représentent des exemples extrêmement intéressants du proto-féminisme au 19e siècle, dont on a un petit peu parlé, c'est-à-dire de ces moments où quelque chose bouge, mais où personne n'ose peut-être encore, du moins, bon, s'exprimer, disons clairement. Alors, c'est aussi le moment où vous avez toutes les suffragettes en Angleterre et la revendication extrêmement forte, extrêmement violente du féminisme. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce roman de Tracy Chevalier extraordinaire, Le Récital des anges, qui est un des documents, à mon avis, les plus frappants, les plus faciles à lire pour vous. Je vous le conseille vraiment, ce bouquin sur le féminisme anglais et la violence contre les femmes qui s'est exercée. On les forçait à manger, on les alimentait de force. Il y en a une qui s'est jetée sous les pas d'un cheval. Enfin, vous voyez la violence extrême de ce féminisme originel, souvent qualifié de féministe de première vague, dont on va un petit peu parler ici, de l'autre côté de la Manche, hein, puisqu'on va présenter l'exemple de deux Françaises et de leur action dans cette perspective. Alors, pourquoi je vous ai mis la princesse de Clèves en fond d'écran? Eh ben, c'est tout simplement parce que je voudrais commencer à parler de la question du nom des femmes. C'est une sorte de petit excursus, hein, en début de cours. Le nom des femmes, c'est un vrai problème dans l'histoire de l'art et en histoire de la littérature, et c'est ce que je vais vous montrer à travers ces exemples. Voilà un livre écrit par une certaine Madame de Lafayette. Vous ne savez sans doute pas son prénom. Elle s'appelle comme tout le monde Marie-Madeleine, et donc le mari saute traditionnellement. Elle s'appelle Madeleine. Madeleine, voilà, Madeleine de Lafayette. Jamais on dit ça, hein, on dit toujours Madame de, comme s'il fallait qu'elle traîne à tout prix dans son appellation sa fonction sociale. Elle est Madame de, la comtesse de, la marquise de, quoi encore, enfin des exemples, il y en a des millions, on va les voir en détail. Alors vous voyez ici, c'est typiquement le bouquin qu'elle a écrit au départ, la première édition, c'était complètement anonyme. Je vous laisse le plaisir de déchiffrer le M, DC, etc., qui vous donnera la date exacte au XVIIe siècle où le livre a été publié. Eh bien, il est publié de manière anonyme. Donc, double problème ici pour les femmes, celui d'avoir un nom qui est toujours associé à une fonction sociale, comme si elles n'arrivaient pas à se débarrasser de ce lourd menton, quoi, de ce véritable fardeau, et d'autre part le fait que manifestement une femme ne peut pas écrire de façon non anonymée. C'est également le cas, toujours au XVIIe siècle, pour Artamène ou Le Grand Cyrus, un énorme livre très long, écrit cette fois par Mademoiselle, encore une appellation sociale, Mademoiselle de Scudéry. Alors là, c'est une triste histoire pour le frère comme pour la sœur, Georges de Scudéry, le frère qui est poète, qui a une œuvre lui-même, et elle, qui est écrivaine de romans et qui a écrit un énorme roman, c'est un énorme truc, Artamène et le Grand Cyrus, c'est un énorme livre. Elle s'appelle également Madeleine, alors toujours Marie, Madeleine, le mari saute, et voilà, donc Madeleine de Scudéry, elle ne peut pas publier sous son propre nom, et son gentil frère lui dit, eh ben, c'est simple, moi je vais publier sous mon nom, comme ça tu n'auras pas de problème. Pure convention sociale, mais résultat, aujourd'hui encore, vous avez des imbéciles qui ne comprennent rien à rien et qui ne se sont pas penchés une seconde sur la question, qui osent publier des bouquins intitulés, je ne sais pas moi, Le Grand Cyrus, par Georges et Madeleine de Scudéry. Non, non et non, pas de Georges. Ça a un double effet négatif. Le premier, c'est qu'il s'agit de Madeleine. Elle seule a écrit ça, donc c'est une œuvre de Madeleine de Scudéry, certainement pas de Georges. Et le deuxième effet négatif, c'est que ça prive le dit Georges de son œuvre, puisque lui a une œuvre de poète qui, par ce système, se trouve complètement zappée. Donc, vous voyez, tout le monde y perd, c'est perdant-perdant, hein, cette histoire. Alors, autre exemple, ben, vous les connaissez peut-être aussi, toutes les pauvres femmes en art qui se traînent. Alors, ça, c'est au XVIIIe siècle. Je vous parle de deux peintres ou pictoresses du XVIIIe siècle. Alors, elle s'appelle, la malheureuse, Adélaïde Labille Guillard. Alors, au départ, elle était d'une famille de commerçants. C'est elle, hein, là, qui est en train de peindre, et derrière,
Ce sont deux de ses élèves complètement admiratifs. Vous voyez, elle est vraiment en majesté, quoi. Elle s'habille splendidement pour peindre. Enfin, personne ne craint de faire des taches de couleur manifestement sur la belle robe. Donc, c'est vraiment un portrait auto-valorisant. Et tout le monde oublie cette pictoresse. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle l'abille Guillard. Il a fallu lui coller le nom du mari derrière l'abille. Donc, voici Adélaïde Labille, pictoresse parisienne, enfin fille de commerçants parisiens. Elle n'a pas à se faire coller le nom du mari comme ça. Même si assez curieusement, à mon époque, c'était la mode. Les filles pensaient que ça allait les libérer justement du patriarcat de porter des noms composés avec leur propre nom et le nom du mari. Et il a fallu un certain temps pour qu'on comprenne que les noms de mari, il fallait s'en débarrasser définitivement et qu'on s'appelait un prénom et un nom, j'allais dire comme tout le monde. Il n'y a pas de raison de se trimballer des Madame de, des Comtesses de, des ci et des ça, et surtout ces prénoms épouvantables. Alors, bon là, Adélaïde, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est relativement bourgeois, enfin je veux dire pas dans les aristocraties très hautes, donc il n'y a pas trop de problème, mais dès qu'on est dans les aristocrates, c'est plus la même histoire. Alors ici, c'est vous la connaissez, hein, Marie-Louise Élisabeth Vigée Lebrun. Donc là encore, on lui colle le nom du mari, Lebrun, donc c'est Vigée. Et elle s'appelle comment? Louise Marie-Élisabeth, etc. Louise Élisabeth. Alors, je vous imaginez hein, en train de l'appeler dans la cour. Marie-Louise Élisabeth, viens là tout de suite. C'est ridicule. Et il est évident qu'on ne l'appelait pas comme ça. Alors, il y a des traditions. J'ai étudié un peu ça en généalogie, comment faire. Eh ben, on ne sait pas trop. Pendant longtemps, il était question de prendre le dernier prénom. Donc, vous aviez une litanie de prénoms pour les filles. Alors, Jeanne, Marie, Françoise, Nana, Sophie, Nana, Alice. Bon, ben, vous appeliez Alice. Vous voyez, on prenait le dernier. Maintenant, on prend le premier, assez souvent. Donc, moi qui ai le malheur de m'appeler, par exemple, Anne-Marie André. Alors, André, il faut le faire, hein, ça signifie homme. C'est sympa comme tout le monde s'appelait André avec un E à la fin, bon, mais peu importe. Quant au mari qu'on se trimballe, bon, peut-être on pourrait arrêter de mettre des maris partout, hein, bon, mais voilà. Et donc, on a pris le premier prénom, hein, voilà. Donc ça, c'est un exemple contemporain, mais les exemples anciens, c'est plutôt l'inverse. Encore que l'usage soit extrêmement flottant et que même la BNF ne sait pas trop comment faire parfois avec tous ces tirets. Alors, j'ai quelques exemples de ce genre d'usage. Alors, il est probable qu'on l'appelait Louise, hein, Louise Vigée. Donc, il s'agit de Louise Vigée et pas Madame de machin truc de Vigée-Lebrun. Vous voyez comment, vous voyez où est le problème de se trimballer des noms comme ça à rallonge et des prénoms à n'en plus finir? C'est la mémoire. Quand on parle de Saint-Simon, on parle de Saint-Simon, on ne va pas parler du duc de, alors attendez, je ne sais plus quel est son. Ah oui, on ne s'embête pas avec Louis de Rouvray, duc de Saint-Simon, et lui aussi, sans doute, il devait s'appeler Charles-Henri, Louis-Marie, gna 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 gna. Bon, ben, on dit Saint-Simon. Donc, moi, j'ai envie de dire Vigée, voilà. Elle, c'est Vigée, l'autre, c'est la bille. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah ben, la Palatine, bien sûr. Alors, la Palatine, je vais essayer de bien la cadrer, là. Voilà, vous voyez, regardez comme elle est superbe. Donc oui, qui c'est cette Palatine? C'est quelqu'un de formidable, hein. C'est la princesse Palatine. C'était la deuxième femme de je ne sais plus qui, du frère du roi, là, monsieur, le frère du roi, qui n'était pas très attaché à la question féminine de l'existence. Enfin, ça, les femmes, disons, n'intéressaient pas beaucoup le monsieur. Et elle, bon, bah, elle vivait sa vie joyeusement, en compagnie de ses livres, de ses chiens et de ses copines. Et c'était quelqu'un de drôle, de sympathique, très direct. Et elle a écrit des lettres absolument formidables qui, hélas, ne font pas partie de la littérature française. C'est bien dommage parce qu'elles sont écrites en allemand. C'était une correspondante de Leibniz. Elle avait ses idées sur les conneries de Descartes concernant les animaux. Hein, je vous en ai déjà parlé. Descartes, cette crevure, il n'y a pas d'autre mot, qu'on vous ressasse en philo dans une espèce de trucs canoniques à n'en plus finir, là, des listes de mâles blancs morts à n'en plus finir en philosophie qui dégoûtent toute personne, femme, noire, minorisée de la philosophie. Est-ce bête? Mais c'est ainsi. Qu'est-ce que je disais? Bon, oui, je vous disais que cette Palatine, elle était absolument contre le fait de disséquer les animaux vivants et de leur arracher les organes, ce que pratiquait Descartes. Descartes, il prenait des lapins vivants et il leur arrachait les organes. Il faut le savoir, hein, ça aide à la compréhension de la philosophie mâle blanche morte, hein, des choses comme ça. Alors, si je reviens à cette fameuse femme, alors qu'est-ce qu'elle trimballe? Elle est de Bavière, du Palatinat, comtesse de Zimmern, et elle s'appelle Elisabeth
Charlotte. Alors la même chose, crier à travers la cour Elisabeth Charlotte, non, on l'appelait Liselotte. Et son nom est partout, dans toutes ces lettres. Il y en a quelques-unes qui sont traduites en français dans diverses collections. Vous les trouvez aussi sur Gallica, hein, notre ressource pour la littérature ancienne, très importante. C'est Liselotte, c'est pas Charlotte de machin, de ci, de là, etc. Donc, je pense que comme l'usage des prénoms est flottant et comme il y a toujours cette espèce de lourdeur, etc., la première chose à faire serait peut-être de virer tous ces prénoms d'abord. Quand vous dites Saint-Simon, vous n'êtes pas en train de dire Louis ou je ne sais plus même comment il s'appelait. Puis pareil, hein, alors la seule femme qui a échappé à ça, c'est Colette, hein, parce qu'elle avait un nom qui faisait un peu féminin, vous voyez, Colette. Sauf que ce n'est pas son prénom, son nom de famille, elle s'appelle Gabrielle Sidonie. Peut-être Marie aussi, ça, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié. Mais vous voyez, on l'appelle Colette, mais sinon, tout le monde, on les appelle le prénom, le nom, le prénom, le nom, alors que les mecs, on dit Delacroix, David, là, c'est en art, mais c'est pareil. Et puis pareil pour, je sais pas, bon, on dit Hugo, Zola. On n'est pas tout le temps en train de dire Marie, machin, Pierre, de ci, de là, de non. Et même Tolkien, vous dites Tolkien, vous dites pas les trois lettres là qui sont avant que j'oublie tout le temps. Bon, qu'on écrit pesamment, on laisse tomber, quoi, on laisse tomber. Donc voilà. Alors, je commence donc mon sujet sérieusement. Et pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je vous ai raconté ça? À cause du fait que pour dissimuler le travail tant d'Élisa Lemonnier que d'Élisa Cavé, là aussi on les appelle Madame Cavé-Boulanger, Madame Marie-Élisabeth Cavé-Boulanger, c'est Élisa Cavé, ok? Du côté Lemonnier, c'est mieux, car la chance d'Élisa Lemonnier, c'est d'avoir eu un mari saint-simonien et féministe qui avait peut-être compris intuitivement cette sombre histoire de prénom et qui avait du coup agi en conséquence. Donc de la chance d'avoir un mari correct, ce qui n'était pas le cas de tout le monde à l'époque, évidemment. Alors, je vais donc vous parler dans la foulée des 500 mètres de Cavé. Alors pour ce faire, je vais arrêter de partager mon écran. Me voilà donc, ce qui va me permettre de vous montrer le bouquin. Alors, le bouquin, le voici, il n'est pas joli, joli. Hein, et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir ce bouquin pour avoir accès au texte. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de pouvoir écrire dessus. Mais en fait, il vous suffit d'aller sur archive.org où le bouquin, vous pouvez le feuilleter, le regarder. Il y a énormément de choses anciennes comme ça auxquelles vous accédez avec une grande facilité. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que c'est là un livre absolument extraordinaire à divers titres, disons. C'est un livre qui a eu un succès énorme de librairie. Il a été promu, entre autres, par Delacroix, qui couchait avec l'autrice et qui qualifiait de l'ouvrage de joli, puisque c'était écrit par une femme, vous voyez. Et en même temps, il n'était pas si bête Delacroix, je m'en suis aperçu en lisant le bouquin, c'est-à-dire qu'il échangeait énormément avec cette Élisa Cavé, pas seulement en matière sexuelle, mais aussi en matière intellectuelle, puisque par exemple, page 27, vous avez quelque chose qui correspond tout à fait aux deux artistes. La naïveté, c'est tout bonnement la vérité, écrit Élisa. Or, Delacroix développe dans son journal ce même genre d'idée, c'est-à-dire que quand vous dessinez, il ne faut pas essayer de dessiner deux chics, voyez, pour que ça fasse bien. Et ça, c'est le problème du manga. Vous vous rappelez, celle qui était avec moi au cours d'art plastique, j'arrêtais pas de vous embêter de dire cassez votre manga pour trouver votre vrai manga, qui sera un manga personnel et pas d'espèce de copie pour faire chic, faire bien, etc. Ça, c'est la mort du dessin. Et justement, Elisabeth et, comment il s'appelle l'autre de la Croix, mais j'ai même oublié son prénom, là. C'est quand même incroyable, hein, tellement on dit de la Croix tout le temps. Bon, ben, tous les deux, ces deux-là, ils discutaient de la question de la naïveté et de la vérité, c'est-à-dire le fait d'être franc, naïf et de ne pas chercher à faire bien, faire chic, faire genre. C'était ça tout l'intérêt. Alors, ce qui est très, très intéressant dans ce bouquin, c'est que bon, il a été publié en 1851, il s'appelle Le des 500 mètres, et c'est un livre destiné à la libération des femmes à une époque où la dite Élisabeth, Élisa, etc., se cache comme elle peut derrière si je puis dire, des propos complètement sexistes. Je prends un exemple au début. Pourquoi la dédicace? Pourquoi écrit-elle ce livre? Je veux que mes filles aient un état
si le malheur vient à les surprendre. Donc ça, vous avez vu assez de films de Jane Austen. Vous voyez, vous vous rappelez, Jane Austen, ou Austin, je ne sais pas comment ça se prononce, peu importe. C'est des filles qui prenaient par exemple, je ne sais pas moi, comment c'est celui sur les préjugés, là, Orgueil et préjugés, voilà, Orgueil et préjugés. Si vous ne voulez pas lire le bouquin, vous pouvez toujours regarder le film, il est très bien. Dans Orgueil et préjugés, vous avez 5 filles qui risquent d'être plongées dans le malheur parce que, comme ce sont des filles, elles n'héritent pas de leur propriété, mais c'est un cousin insupportable qui héritent et du coup, elles doivent se vendre aux cousins pour être sauvées de la déchéance et de la pauvreté. Vous voyez, donc c'est des situations auxquelles Jane Austen était extrêmement sensible. Et ici, c'est quand même assez intéressant de voir. Je veux que mes filles aient un état si le malheur vient les surprendre. Très, très important. On va apprendre aux filles le dessin pour leur donner un métier. C'est ça l'idée. Alors naturellement, notre Élisa écrit que la sainte mission dont le Créateur a chargé la femme, c'est de mettre au monde et d'élever de beaux enfants, of course, quel admirable rôle, etc. Et pourtant, les femmes ont bien des possibilités, ajoute-t-elle. Voici une foule d'états qui vous appartiennent, à vous de faire ces vases, ces pendules, ces bijoux, ces psychés, enfin tous ces objets d'art qui brille par beaucoup de finesse et de coquetterie. Donc elle va insister sur les qualités soi-disant féminines, les petites mains, la délicatesse, etc. Ce qui faisait faire d'ailleurs à certaines artistes femmes de l'Ancien Régime, je vous en ai déjà parlé, des sculptures sur noyau de pêche ou sur noyau d'abricot. Et là, on distinguait leur extrême talent féminin. Celle qui était avec moi l'année dernière sur Araway, vous vous souvenez, quand on a parlé des petites mains féminines, de cette espèce de tradition victorienne de la petite maison de poupée comme ça, où finalement on se retrouve à faire des chips, des microprocesseurs, n'est-ce pas, dans les zones franches industrielles. Et vous vous rappelez ce qu'elle disait, comment des qualités toujours qualifiées de manière sexiste de féminines, comme la délicatesse des mains, tout ça, la petite broderie, servait finalement à justifier l'accès des femmes à une certaine forme de rapport à l'informatique à travers la construction des objets comme les téléphones portables, les ordinateurs, etc., dans les zones franches industrielles. Je vous renvoie donc au manifeste ironique, hein, on en avait parlé, de Haraway, intitulé Manifeste Cyborg, qui date des années 80. J'en ai déjà parlé, je n'en parle plus. Donc voilà, ce qui est intéressant quand même, c'est la fin, donc la fin de cette introduction. On sait ce que l'homme peut faire, écrit notre autrice, mais on ne se doute pas de ce que la femme fera. Il faut songer qu'il y a 50 ans à peine que l'on s'occupe de son éducation, tandis qu'on travaille à celle des hommes depuis plus de 4000 ans. Non, depuis 4000 ans et plus, excusez-moi. Donc, tout le problème qu'elle a, c'est de dire ah, je veux être une mère admirable et en même temps, je veux être un bon professeur de dessin. Et elle insiste, hein, j'entends être une mère et non un professeur. Comment être une mère admirable? C'est par sollicitude maternelle qu'elle fait ça. Et là, on y va, elle invente une méthode. Elle a inventé une méthode de dessin avec de dessins de mémoire qu'elle a entièrement inventé elle-même, avec un système de gaz où on décalque puis on reproduit de mémoire. Elle étudie tous les moyens de le faire avec des lignes, on va exécuter 30 modèles, et là on s'aperçoit que le travail que vont faire ces filles pour apprendre le dessin est un travail, c'est une sacrée formation. Donc 2 ou 3 heures de travail par jour suffiront, mais quand même, le soir à la veillée, naturellement, les filles reprendront le boulot, elles auront un petit album et elles reprendront le modèle du jour, hein. Donc les filles travaillent toute la journée, en fait, je crois, sauf le dimanche, hein, j'ai lu quelque part des choses comme ça. Donc après, vous avez tout le travail, ce qu'on va faire. Alors on fait des choses pas marrantes, hein, des pages d'ombre et des lettres majuscules ombrées. Sympa le boulot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La question de l'éducation des peintres, etc. Et puis, on va en arriver, page 40. Oui, c'est ça. Tes filles, me dis-tu, ont travaillé régulièrement 3 heures par jour, excepté le dimanche et le jeudi. Elles ont peut-être travaillé plus, hein, de 3 heures par jour, 3 heures par jour, sorte de minima, hein, d'après le bouquin. Alors voilà un chapitre, le 7e, hein, ici, la femme vraiment femme, du beau et du laid.
Alors, encore une fois, ah, la femme ne doit pas viser à la grande peinture. Oh, elle sera perdue, perdue comme peintre, perdue comme femme. C'est une si admirable combinaison que cette force de l'homme et cette délicatesse de la femme. On voit bien qu'elle n'a pas cassé des cailloux à la grande époque de Staline sur les routes, hein, la môme Elisa Cavé. Nous avons été créés précieusement avec des organes délicats. Ouais, c'est ça, des reins, un foie et puis un clitoris grand comme ça, des organes délicats, bien sûr, bien sûr. Donc c'est très intéressant ce mélange, puisqu'après, immédiatement après qu'il est question des organes délicats, à la page 42-43, Elisa dit quand même la mode, c'est nul, c'est dessiné par des hommes qui ne peuvent pas connaître ce qui est commode pour nous. Des faux nœuds, des faux boutons placés là où il n'y a rien à nouer, mais non, on n'en veut pas. Des robes dans lesquelles il est impossible de remuer, de respirer. Donc vous voyez ce balancement. C'est ça qui est intéressant dans le crypto-féminisme, c'est que rhétoriquement, quelqu'un comme Elisa Cavé est tout le temps en train de dire ah oui, la femme, sa délicatesse, elle ne va pas monter à l'échelle pour faire de la grande peinture, mon Dieu, quelle horreur. Et puis quand même, elle insiste sur le fait que les mouvements doivent être comment dire, libres et aisés, dit-elle. Si les femmes faisaient des dessins de mode, ajoute-t-elle, nous nous mettrions à l'aise dans nos vêtements. Et elle se moque des hommes qui n'osent pas quitter leur chapeau en forme de tuyau de poil et les affreux vêtements noirs avec lesquels ils nous épousent et nous enterrent. Pas mal, c'est bien envoyé. Ça, c'est page 44. Changer de costume, c'est une grande audace. Et manifestement, les hommes n'y arrivent pas. Alors ça, c'est une thématique de l'époque. Hein. Je ne vous ai pas parlé, les hommes en noir. Ça revient sans arrêt. Les costumes noirs des hommes qui sont caractéristiques de cette époque où, selon Pastoureau, la teinte noire, on avait enfin réussi à la faire de façon courante, alors que c'était une teinte qui était très très dure à réaliser avant la découverte de toute cette chimie hein, du 19e, qui a créé le bleu de Prusse, qui a créé tant de couleurs nouvelles, parfois qui ne tenaient pas. Hein, les couleurs, certaines couleurs ne tiennent pas. Il y a un tableau, je crois que c'est à Londres, qui représente le bouc émissaire par un certain Millès, qui était un pré-raphaélite. Tout le monde s'extasie parce qu'il y a une espèce de ligne violette. Au fond, tout le monde dit ah mais quelle merveille, qu'est-ce que c'est original, qu'est-ce que c'est moderne. Ben non, pas du tout. Hein. C'est parce que le marron a viré. C'était au contraire très très classique comme peinture. Et puis le marron a tourné. Ben voilà. Hein. Vous voyez comment naissent les chefs-d'œuvre. Alors bon, donc le truc, c'est parfois ça devient carrément presque un engin de torture. Il y a la fabrication d'un siège pour arriver à apprendre la perspective. Alors on fabrique une espèce de tabouret très bas avec une planche et on coince la tête de l'impétrante de telle façon qu'elle puisse plus bouger la tête. Donc, oui, elle est accrochée comme ça, une chaise avec une planche derrière, bloquée, enfin c'est pas rien, hein, et elle devra s'accoutumer à ça, nous dit la page 48. Alors, je vous ai parlé brièvement des maîtres modernes que doivent connaître les filles, bien sûr, voilà, et bizarrement, elle cite Rosa Bonheur. Et Rosa Bonheur a eu une influence énorme à l'époque. On ne se rend pas toujours compte, mais ça a été absolument formidable. Alors, du coup, excusez-moi, le machin s'est barré, voilà. Alors, vous voyez, pour conclure là-dessus, que les instigatrices soient ainsi obligées de se conformer à la violence des préjugés du temps, parce que c'est ça qui est en jeu. Hein. C'est la femme ne doit, le féminisme doit vraiment avancer, masquer, et finalement le dessin sans maître prend toutes les précautions oratoires de la préface pour donner une profession aux filles dans le domaine des arts plastiques, et chose extraordinaire, les filles apprennent également la, la, la géométrie, enfin le dessin géométrique. Ça, c'est habile, parce que c'était interdit. C'était interdit aux femmes d'apprendre le dessin géométrique. C'était l'apanage masculin. Vous savez, quand l'éducation a commencé pour les filles, il y avait des limitations extrêmes du côté filles. Elles devaient apprendre certaines choses, mais pas d'autres. Les mathématiques, des choses comme ça, c'était pas pour elles. Et c'est quelque chose qui a duré très longtemps. Pensez, alors à mon époque, peut-être maintenant ça n'existe plus, mais à mon époque encore, faire des maths quand on était une fille, c'était se heurter à bien des difficultés. Être la seule fille de la classe, si c'était mixte, c'était pas évident l'affaire des sciences hein, pour les filles. Il y avait encore cette espèce de façon d'orienter les filles en lettres, les garçons en sciences. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui à ce point, mais à l'époque, on n'était pas du tout avancé du point de vue féminisme ici. Or, elle va donner une méthode hyper efficace,
une méthode dure, enfin ça rigole pas, hein, on apprend à dessiner, c'est pas des petits dessins comme ça, hein, c'est vraiment une méthode, le coup de la chaise où la tête est coincée, il n'y a pas que ça, hein, mais on doit travailler, 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 faire 30 modèles et puis 30 autres, et puis et ci et ça, c'est une sacrée méthode. Et finalement, donc à la fin, ben voilà, elles accèdent notamment à la connaissance, y compris de la perspective et de la géométrie du dessin, vous voyez. Donc c'est très, très, très habile de faire ça. Voilà. Alors, il faut, pour conclure sur Elisa Cavé, je vais peut-être prendre une deuxième vidéo pour parler d'Elisa Lemonnier. Non, j'enchaîne, ça ira mieux. Bon, parlons de l'Angleterre. En Angleterre, j'ai l'exemple de Gertrude Woodward, Alice Woodward, qui était sa sœur. C'est des filles qui ont été élevées à la maison et qui ont appris le dessin. Autrement dit, ça s'est pas mal répandu à l'époque de deux côtés de la Manche. Et c'est souvent grâce à l'aide d'un père compréhensif ou qui était, disons, féministe, que ces filles ont réussi à faire des dessins. Alors pour la dernière, celle dont j'ai parlé, Alice Woodward, elle a réalisé de multiples gravures d'animaux, disons, d'animaux disparus, de reptiles, de dinosaures, des choses comme ça, pour la Royal Natural History de Richard Lydekker. Excusez-moi, je prononce comme une vache. Et donc, on ne mesure peut-être pas assez l'importance libératrice du dessin pour l'éducation et le travail des filles au XIXe siècle. Je vous parle maintenant brièvement de ma deuxième Élisa, c'est Élisa Lemonnier. Alors le climat est un peu différent. Élisa Lemonnier, c'est une fille d'aiguille et de fil. C'est quelqu'un qui, de fil en aiguille, cette voix au sens propre, si je puis dire, a fondé l'enseignement professionnel pour les femmes. Alors ça nous touche beaucoup, hein, forcément, à la fac de Villetaneuse, vu que pendant longtemps, on a eu un master professionnel, le MTI, où assez bizarrement, les matières qu'Élisa Lemonnier apprenait aux filles, c'était pratiquement les mêmes. Et je me rappelle, quand on a fondé ce master, c'était vraiment pour donner aux filles un métier dans les mains. On était entouré de littéraires qui n'arrivaient pas à trouver place parce qu'on leur avait bloqué les maths, bloqué l'informatique, bloqué la physique. Et donc, que faire d'intéressant? Comment sortir les filles de cette ornière? On avait eu l'idée de créer ce master qui donnait un métier dans les mains, le métier en question étant justement le graphisme PAO. C'était ça l'idée. Rédaction professionnelle et graphisme PAO pour créer des tas de trucs en publicité, des flyers, je sais pas moi, des affiches, etc. Donc ça a été longtemps ça, hein, ce master. Et c'est pour ça peut-être que je suis assez touchée par l'histoire d'Élisa Lemonnier, qui a fondé vraiment l'enseignement professionnel. Et c'est quand même étonnant que si peu de tant d'années après Élisa Lemonnier, là on est en plein 19e siècle, on ait continué à faire des masters un peu comme ce fameux MTI, métier du texte et de l'image, longtemps, longtemps après, c'était en 2008-2009 qu'on l'a fondée. Alors, elle avait épousé un Saint-Simonien acquis aux idées modernes et féministes, donc là, ouf, une grande aide du côté du mari, ça c'est merveilleux. Et elle avait commencé par faire travailler à la couture, contre salaire, des mères de famille afin qu'elles puissent gagner leur vie. Vous voyez la démarche, les filles, on ne les laisse pas sous la férule de cousins comme dans les bouquins de Jane Austen, on ne les laisse pas dans des situations comme ça. On leur donne un métier dans les mains des filles. C'était ça, cette espèce de principe féministe hyper simple qui continue à notre époque finalement. Alors du coup, les mères de famille travaillent, elles gagnent leur vie. Et du coup, Elisa Lemonnier réfléchit qu'il faudrait qu'elle se forme. C'est-à-dire, ça ne suffit pas les connaissances de couture qu'on a acquises comme ça, de mère en fille, de grand-mère etc. Elle est convaincue qu'il faut se former et c'est comme ça qu'elle développe un enseignement professionnelle. Elle est soutenue par diverses personnes et par qui encore? Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, c'est un pivot. Elle est admirée infiniment par Elisabeth Cavé. Il n'y a qu'aujourd'hui hein, qu'on méprise gentiment Rosa Bonheur en disant « Ah ouais, elle a peint des animaux, on s'en fout et tout ». Maintenant, elle est un peu méprisée. Hein. Moi, je me rappelle, on avait expertisé un tableau qui était peint à Delacroix avec une copine américaine, gréco-américaine, dans un musée à Santa Barbara. Toujours est-il que c'était probablement un tableau de Rosa Bonheur et les gens du musée étaient déçus. Alors que, bon, parce que ça valait moins cher, vous voyez, parce que c'est une femme, parce qu'elle peint des animaux avec un prodigieux talent, écrit Lisa Cavé. En voyant ces admirables ouvrages, je me félicite d'avoir dit « On ne s'imagine pas tout ce que notre sexe peut faire ». Et malheureusement, elle continue que d'illustrations
naïves et riantes, elles pourront faire. Un homme ne s'en tirera pas avec autant de grâce des sentiments noués. Mélange de sexisme plus ou moins obligée, enfin rhétorique, elle est bien obligée d'en passer par là, et d'avancées extrêmement fortes. Donc c'est vraiment cette Rosa Bonheur dont parle Elisa Cavey qui a aidé Elisa Lemonnier à créer sa société pour l'enseignement professionnel des femmes, qui date de 1862, et elle a créé ça dans un quartier pourri, c'est-à-dire rue de la Perle, dans le Marais. Alors vous dites, ah, c'est ça, quartier pourri, c'est le quartier le plus cher de Paris. Bon, bah, à l'époque, c'était lamentable, hein, c'était pourrissime, hein, le Marais, hein, c'était un quartier, c'était, bon, vous voyez, donc il y a un certain courage à créer. C'est comme si on crée aujourd'hui, je sais pas, rue des Quatre Chemins, une école au carrefour des Quatre Chemins, peut-être. Bon, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être aujourd'hui. Mais disons qu'elle a le courage donc de créer cette société pour l'enseignement professionnel des femmes. Et qu'est-ce qu'on y a? Alors, ça va devenir 8 écoles à travers Paris, ça va s'essaimer, hein. Qu'est-ce qu'on enseigne? La comptabilité, le droit, l'anglais, le dessin, les arts appliqués. Qu'est-ce qu'on enseignait au MTI? On enseignait du droit, de l'anglais, on enseignait des arts appliqués, puisqu'il s'agit d'arts appliqués avec ordinateur, PAO, InDesign, Photoshop, tout ça. Et pas de comptabilité, mais de la rédaction professionnelle. Vous voyez, on n'est pas loin, hein. C'est frappant tout ça. Et alors, ça a donné naissance à l'école du Perret. Alors, l'école du Perret, vous la connaissez. Oui, c'est 2 ans plus tard, je crois, en 64. Voilà, 1864, elle fonde l'école du Perret. L'école du Perret, au départ, c'est de la couture et des professions artistiques. Et c'est pour donner aux filles un avenir et un emploi. Et ce qui est frappant, c'est que c'est encore gravé. Alors, allez-y, c'est 11 rue du Petit Thouars, dans un quartier historique. Vous avez des choses passionnantes, hein. Vous avez le temple, l'ancien temple, où ont été enfermés tant de rois et de reines à qui la tête fut coupée à la grande époque. Vous voyez, c'est un quartier intéressant à visiter. Et il y a encore écrit École municipale de dessin et d'art appliqué. C'est encore gravé sur la façade. Donc, je vous laisse y aller et découvrir cette inscription. Alors maintenant, l'école du Perret est devenue une des plus grandes écoles parisiennes d'arts appliqués, avec d'autres écoles, vous savez, comme l'école Estienne, l'école Olivier de Serres, vous voyez, toutes ces écoles, les écoles de mode aussi spécialisées. C'est devenu une école extrêmement prestigieuse à l'époque. C'est Élisa Lemonnier qui a créé donc l'enseignement professionnel des femmes. Voilà, donc j'ai terminé mon petit discours. Je cherche comme d'habitude le bouton qui permet d'arrêter l'enregistrement. Le voici. Donc merci beaucoup et donc on se retrouve vendredi à 9h. Merci, au revoir.